Fond de Latte. Une thématique criminelle assez rare dans l'histoire qui suit. Un enlèvement, celui de Caroline Legentil, en 1998 à Lille. Un enlèvement qui, comme souvent, se termine très mal. Je débrieferai cette histoire avec Luc Frémiot, qui était avocat général au procès de ceux qui ont organisé cet enlèvement et tué Caroline Legentil. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Ça se faisait beaucoup, autrefois, surtout dans les années 60 et 70. Enlever quelqu'un et en échange de sa libération, tenter d'obtenir une rançon. Je dis tenter, parce que le plus souvent, ça ne marchait pas. La famille prévenait la police, les policiers se mettaient en planque au moment de la remise de la rançon, et bim, les ravisseurs se faisaient coincer. Quand ils ne se faisaient pas fourguer par les flics des faux billets. C'était trop risqué. Et petit à petit, l'enlèvement comme technique pour s'en mettre plein les fouilles a disparu. D'où l'étonnement des policiers de Lille quand un samedi après-midi de mars 1998, un couple se présente au commissariat pour dire « Notre fille a été enlevée ». Nous n'avions plus eu de nouvelles d'elle depuis 2 jours et on s'inquiétait forcément. Et voilà qu'on a reçu un appel d'un homme qui nous a dit qu'il l'avait enlevée et qu'il allait nous contacter pour demander une rançon. Enlevée ? Et elle s'appelle comment, votre fille ? Caroline. Caroline Legentil. Comme quelqu'un de gentil ? Oui, voilà. Avec un L à la fin. Un enlèvement ? Ça ne traîne pas. Les policiers se mettent tout de suite sur le coup. Les parents habitent Douai, mais Caroline partage un appartement avec sa sœur dans le centre de Lille, ce qu'on appelle le Vieux-Lille. Officiellement, elle est étudiante en droit. Pas très assidue en cours, d'après ce que disent ses parents. Bon, disons qu'elle cherche sa voie, quoi. Au début, ça nous a un peu inquiétés, mais en même temps, on s'est dit que c'était pas totalement anormal. Hein. Il vaut mieux faire un métier qu'on aime, plutôt que de passer toute sa vie à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et en attendant de trouver sa voie, Caroline profite de la vie. Parlez-moi de l'appel que vous avez reçu de la part des ravisseurs. Ça n'a pas été très long, quelques secondes, tout au plus. Et puis il a dit qu'il allait nous rappeler, et il a raccroché. Et ce qui nous a tout de suite inquiétés, c'est que il avait le numéro de notre ligne fixe, qui est pourtant sur liste rouge. Alors on s'est dit, il ment pas, quoi, c'est forcément Caroline qui le lui a donné. Vous avez noté quelque chose de particulier dans cet appel ? Un détail qui pourrait nous mettre sur la voie ? Oui, le monsieur avait, disons, un accent, je dirais maghrébin. Donc, il va rappeler. La ligne fixe de la famille Legentil est tout de suite placée sur écoute. Et le soir même, comme les parents ont dit que Caroline, qui séchait les cours à la fac, prenait du bon temps, les policiers se mettent à faire le tour des bistrots où elle avait ses habitudes, dans le quartier notamment de Masséna. Bonjour monsieur, dame, police judiciaire. Est-ce que vous connaissez cette jeune fille, ici sur la photo ? Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, je la connais. Elle vient souvent avec des amis. Je crois que son père est notaire, c'est ça ? À Douai ? Ah, c'est ça, hein ? Oui, le père est bien notaire. Et c'est comme ça que les policiers apprennent que Caroline fréquente surtout un pub qui s'appelle l'Hemingway, place Sébastopol. Un bar de nuit de Lille très fréquenté, un peu chelou. Que ce bistrot soit le théâtre de toute cette affaire ne paraît pas impossible. Sauf qu'il est fermé depuis 3 mois. Bon ben voilà, avec tout ça, on n'a pas beaucoup avancé. « 60 policiers travaillent sur cette affaire. Vous entendez ? 60. C'est considérable. Et encore, il faut ajouter la police belge. On est à Lille, la frontière n'est pas loin. Et il n'est pas rare qu'une affaire lilloise ait des ramifications par-delà la frontière belge.
Le lendemain matin, le téléphone sonne 3 fois de suite chez les parents. Allô? 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 On entend qu'il y a quelqu'un à l'autre bout, mais il ne prononce pas un mot et il raccroche. Trop vite pour qu'on puisse localiser l'appel. C'était peut-être le ravisseur, mais c'est pas sûr. En attendant, les hommes de la police judiciaire mettent en place le plan habituel dans ce genre d'affaires. Le fameux plan des années 70. C'est-à-dire qu'ils se font livrer un sac de faux billets, qui placent dedans un émetteur au cas où ils perdraient le contact avec le ravisseur au moment de la remise de la rançon. Et un policier est désigné pour jouer le rôle du père de Caroline. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un appel du ravisseur. En parallèle, les flics en reviennent à ce bar chelou, l'Hemingway, où Caroline avait ses habitudes, mais qui est fermé, je vous le rappelle, depuis 3 mois. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Bon, ça va pas été trop compliqué. Les collègues les ont à l'œil depuis un moment. Donc les gérants du bar sont 2 frères, ou plutôt 2 demi-frères. Le premier s'appelle Jérôme Lucas, il a 27 ans, et le second Sébastien Chauderlot, 23 ans. Donc l'aîné a déjà eu plusieurs affaires avant l'Hemingway, il a eu des bars, il a eu des boîtes de nuit, et il a eu des salles de billard à Douai, à Lille bien sûr, et donc aussi à Valenciennes. Jusque-là, rien de chelou. Sauf que les 2 patrons du bar ont un casier judiciaire. Jérôme a été condamné pour port d'armes prohibées et Sébastien pour escroquerie avec un autre de ses demi-frères. Alors d'après ce que j'ai compris, il détournait de l'argent de notaires de la région Nord-Pas-de-Calais. Il le plaçait sur un compte au Luxembourg. Ils ont détourné quand même pour un total de 5 millions de francs et ça leur a valu de faire quelques mois de prison, quoi. D'accord, les 3 frères sont des petites frappes. Mais de là à enlever une gamine, c'est autre chose. Même si vous l'avez remarqué, ils avaient monté leur coup contre des notaires. Et le père de Caroline est notaire. Donc ne pas négliger la piste de ces garçons. Le lundi 9 mars, à 12h53 précisément, les parents Legentil reçoivent un appel du ravisseur. Alors pour libérer votre fille, vous allez réunir la somme d'1 million de francs. Je répète, 1 million de francs. C'est compris? 1 million. D'accord. Vous pouvez nous donner quand même une preuve que Caroline est vivante? Elle est en excellente santé. Il n'y a pas de problème. Et il raccroche, sans avoir fixé les modalités de remise de la rançon. 1 million de francs, entre nous, c'est pas beaucoup. Ça fait un peu moins de 230 000 euros d'aujourd'hui. Prendre autant de risques pour une si petite somme, en général, les ravisseurs réclament beaucoup plus. Là, c'est, disons, petit joueur. Et il n'a toujours pas dit comment il comptait se faire remettre la rançon. Le lendemain matin, Georges Legentil, le père, va à sa boîte aux lettres. Et dedans, il trouve une enveloppe. Il l'ouvre. Il y a une lettre qui confirme le montant de la rançon. 1 million de francs. Il y a aussi la carte d'identité de Caroline. Et une photo de famille des Legentil. Les parents entourés de leurs 3 filles. C'est une photo que Caroline conservait dans son portefeuille. Plus 2 clichés Polaroid. 2 photos qui montre Caroline debout devant un drap blanc et des bâillonnets et ses jambes sont ficelées avec du scotch. C'est la preuve que le ravisseur ne raconte pas des cracks. Elle est vraiment sa prisonnière. Mais toujours rien sur les modalités de remise de la rançon. T'as regardé s'il y avait des empreintes digitales sur les photos? Non, il n'y en a pas, négatif. Pas d'empreinte digitale et pas non plus de traces ADN d'ailleurs. Ah, le ravisseur est un pro. À part ça,
toujours rien sur les modalités de remise de la rançon. Quelques heures plus tard, le téléphone sonne à nouveau chez les Legentils. Et cette fois, les policiers ont demandé au père de faire durer la conversation le plus longtemps possible pour tenter de localiser l'endroit d'où il appelle. Je vous confirme, vous devez nous donner 1 million de francs si vous voulez revoir votre fille vivante. Oui, je suis d'accord, mais je voudrais vous dire que je ne pourrais pas le faire moi-même. Malheureusement, ma santé ne me le permet pas. Alors si vous en êtes d'accord, c'est un de mes amis qui va vous remettre l'argent. Ok, d'accord. Dites, je pourrais parler à ma fille ? Ça me rassurerait, comme ça je saurais qu'elle est vivante. Eh bien, il ne sera pas rassuré. Le ravisseur raccroche sans répondre à sa question. On de la raconte, la suite de votre récit. Et ensuite, les jours passent. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6, 7, 8 jours. Imaginez l'état des parents. Ils ne savent pas si Caroline est encore vivante, s'ils la reverront un jour. Et puis finalement, 8 jours après, le 13 mars au matin, le ravisseur fixe enfin un lieu de rendez-vous. Vous allez vous rendre dans un café qui se trouve face à la gare de Tournai. Tournai, vous voulez dire en Belgique ? Oui, voilà, en Belgique. Et quand vous serez sur place, je vous appellerai pour vous donner la marche à suivre. Ça aussi, c'est un classique des enlèvements façon 70s. Le jeu de piste, l'insupportable jeu de piste qui balade celui qui est censé remettre la rançon pendant des heures, voire des jours, d'un point à un autre. Au passage, vous noterez que les policiers ont eu bien raison de prévenir leurs homologues belges, puisque c'est en Belgique qu'est fixé le premier rendez-vous. Bref, le plan prévu depuis le début par les policiers se met en place. C'est un flic de la BRI qui remplacera le père de Caroline. Il aura avec lui un sac contenant l'équivalent d'1 million de francs, mais en faux billets. Il entre dans le bar désigné par le ravisseur. Il s'attable, tel un client lambda, et là, un serveur arrive. « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers ?»« Ah, je suis monsieur Legentils. Vous avez dû recevoir un appel pour moi ?»« Ah oui, en effet, on m'a laissé un message pour vous. Il disait, vous avez rendez-vous à la gare du Midi, à Bruxelles. Et il faut que vous vous présentiez au comptoir de l'agence de location Avis. Voilà. » Et c'est reparti. Le policier traverse la place, il arrive à la gare de Tournai et il se prend un billet pour Bruxelles. Suivi de loin par ses collègues, bien entendu. Arrivé dans la capitale belge, il se présente au guichet de l'agence Avis. Bonjour. Voilà, je suis monsieur Legentils. Ah, nous avons reçu un message pour vous. On nous a dit que vous aviez rendez-vous dans le garage qui se trouve juste en face de la gare. À ce moment-là, le téléphone de l'agence Avis se met à sonner. Ah, monsieur Legentils ? Oui, il est là, en face de moi. Ne quittez pas, je vous le passe. Au bout du fil, le policier de la BRI entend une voix d'homme. Vous êtes monsieur Legentils ? Non. Je suis un de ses amis. Il vous a prévenu, je crois. Monsieur Legentils n'était pas en état de venir. Il m'a demandé de lui rendre ce service. Comment va Caroline ? De grâce, ne lui faites pas de mal. Mais le flic a tout juste le temps de finir sa phrase que le ravisseur a déjà raccroché. À partir de là, que faire ? Attendre dans le hall de la gare et espérer qu'il va se pointer. Pour être sûr que le ravisseur le reconnaisse, le policier pose le sac plein de faux billets bien en évidence, à ses pieds. Et il attend. Tic, tac, tic, tac. Et les heures passent sans que personne ne se manifeste.
Et je le répète, il n'est pas le seul à attendre. Il y a des policiers en planque partout dans la gare. À 19h, il faut bien se rendre à l'évidence. C'est râpé pour aujourd'hui. Alors le policier, toujours avec son sac de faux billets sous le bras, reprend le train pour Lille. Jusque-là, c'était les policiers français qui étaient sur le coup, après avoir informé bien entendu leurs homologues belges de la tentative de remise de la rançon. Mais comme la Belgique a l'air d'être l'épicentre de cette affaire, à partir de maintenant, la police de Bruxelles prend la main, en cogestion avec les Français. La preuve, le juge d'instruction français débarque à Bruxelles. Je suis très heureux de faire votre connaissance, monsieur le juge. Alors, comment voyez-vous les choses? Comment je les vois? Vous devez savoir qu'en France, nous refusons toujours de céder aux demandes des ravisseurs. On ne paie pas. Jamais. Jamais rien. Je sais, chers collègues. Sauf que nous, ici en Belgique, c'est très différent. Au bénéfice des victimes, qui sont notre priorité, nous sommes toujours prêts à négocier avec les ravisseurs. Je sais. Est-ce que vous accepteriez cette fois-ci de vous caler sur la ligne française, c'est-à-dire pas de rançon? Jamais. Si vous nous garantissez que vous assumerez pleinement cette décision en cas de problème, je ne vois pas de raison de vous le refuser. Immédiatement, les Belges saisissent l'opérateur téléphonique Belgacom. Ils veulent savoir d'où ont été passés les différents appels du ravisseur. Je vous envoie mon rapport, mais je tenais à vous prévenir, tous les appels de monsieur et madame Le Gentil ont été passés depuis 3 cabines téléphoniques qui sont toutes les 3 situées dans le centre-ville de Charleroi. Donc, le ou les ravisseurs gravitent probablement autour de Charleroi en Belgique. La décision est prise de placer toutes les cabines téléphoniques de la ville, toutes, soit plus de 100 cabines, sous surveillance policière. Avec ça, on a de bonnes chances de le coincer. Le lundi 16 mars, à 10h du matin, le téléphone retentit chez les Le Gentil. Et cette fois, la police a demandé à toute la famille de faire traîner l'appel le plus longtemps possible. Ce matin-là, c'est la fille aînée du couple qui répond. Non, mon père n'est pas là. Vous pouvez le rappeler plus tard. Il sera de retour vers 13h, je pense. Bien joué, mademoiselle. L'appel est immédiatement localisé. Bon, il a été passé depuis une cabine téléphonique de la rue du Grand Central, à Charleroi. Ok. On a quelqu'un sur place? Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Il est censé rappeler à 13h. On attend. À 12h56 pétant, un homme entre dans l'une des cabines téléphoniques sous surveillance. Il compose un numéro et immédiatement, le téléphone sonne chez les Le Gentil à Douai. Les Français préviennent immédiatement les policiers belges en planque près de la cabine. Vous le visualisez? Affirmatif. C'est lui, il vient d'appeler la famille. Ok. Top interpellation. Et savez-vous qui les policiers belges viennent d'arrêter? Jérôme Lucas, l'un des 2 patrons du bar Hemingway de Lille. Les Français avaient eu du nez sur ce coup-là. Le type est mêlé à l'enlèvement de Caroline. Est-ce qu'il est le ravisseur? Est-ce qu'il est seul? Ou sont-ils plusieurs? On ne devrait pas tarder à le savoir. Jérôme Lucas se retrouve face aux policiers belges. Je reconnais que j'ai participé à l'enlèvement, mais je suis qu'un exécutant. C'est pas moi qui ai organisé. D'accord. Et alors, qui a organisé cet enlèvement? Je connais que son prénom. Il s'appelle Malik, mais son nom, je ne le connais pas. Il m'a juste demandé d'agir pour son compte de l'argent. Je sais rien de plus. Et la jeune Caroline, vous savez où elle est détenue? Non, j'en sais rien du tout. Je suis qu'un exécutant, je vous dis. Jérôme Lucas est ramené en cellule. Et puis vers 19h, il est de retour devant les policiers. Je vous repose la question parce qu'honnêtement, je ne crois pas que vous nous avez dit tout à l'heure la vérité. Où est mademoiselle Le Gentil? J'en sais rien, je vous dis.
Ça n'est pas vrai. Elle fréquentait votre bar. Vous la connaissiez. Et elle a été enlevée. Et vous n'êtes pas la petite main de cet enlèvement. Je pense que vous en êtes l'instigateur. Donc je vous repose la question. Où est Caroline le Gentil? Est-ce que vous l'avez vue depuis son enlèvement? Oui. Bien. Et où ça? Dans un bois. À Fournan-Webb. C'est pas loin de l'île. Quand je l'ai vue, elle était attachée à un arbre. Et vous sauriez nous désigner l'endroit? Oui. Oui, il en est capable. Et il est d'accord pour faire un petit dessin des lieux. Un dessin auquel il ajoute un détail de mauvais augure. À cet endroit-là, il y avait un trou. C'est Malik qui l'a creusé, ce trou. Un trou pour enterrer un cadavre. Le cadavre de la pauvre Caroline. Sitôt dit, sitôt fait, en pleine nuit, les policiers de l'île foncent vers Fournan-Webb et ce bois désigné par Jérôme Lucas. Ils avancent dans le bois à la lumière de leur lampe torche et soudain... Hé, regarde ce tas de branches là-bas. On dirait que dessous la terre a été remuée. Et donc ils se mettent à creuser. Et arrivé à environ 80 cm de profondeur, il tombe roulé dans un drap sur le cadavre de Caroline. Le lendemain, Jérôme Lucas est extradé par la Belgique et rejoint son demi-frère Sébastien Chauderlot en garde à vue. Et immédiatement, ils passent aux aveux. Et ils reconnaissent que le fameux Malik, dont ils prétendaient n'être que des petites mains, n'a jamais existé. Ce sont eux, les deux frères, qui ont tout organisé. Et c'est Jérôme Lucas qui raconte le premier. En fait, avec Caroline, avant j'avais eu une petite relation avec elle. Je crois qu'elle avait gardé des sentiments pour moi. J'avoue... j'en ai profité. Et il raconte qu'il lui a donné rendez-vous à 14h au bar Lemingway, soi-disant pour lui montrer les travaux qu'il était en train de faire, mais que c'était un piège. Quand elle est arrivée, on l'a descendue de force dans le studio qui est juste en dessous du bar. Et là, je lui ai expliqué qu'on voulait faire croire à un enlèvement et qu'on allait réclamer de l'argent à son père pour la libérer. Et puis, on lui a demandé de nous donner le code de la carte de crédit, en fait, sa carte de crédit. Et Sébastien est allé retirer 1800 francs avec la carte. Et c'est avec ça qu'il est allé acheter d'abord un Polaroid et puis un drap blanc. Le Polaroid, c'était pour faire les photos qu'on voulait envoyer au père, pour obtenir la rançon. Quand est-ce que vous l'avez tué? La vérité? Juste après avoir pris les photos. Comment est-ce que vous l'avez tué? On l'a étranglé. Avec un torchon. Il raconte que ça faisait un bout de temps qu'ils préparaient leur coup. Le trou dans le bois, ils l'ont creusé 1 semaine avant l'enlèvement de Caroline. Et quand ils ont glissé son cadavre dedans, ils l'ont aspergé d'acide chlorhydrique. Et ça n'est qu'après qu'ils ont envoyé la demande de rançon aux parents. Et pourquoi est-ce que vous l'avez choisie, elle, Caroline le Gentil? Parce que son père était notaire et qu'il avait de l'argent. Vous comptiez faire quoi de ce 1 million de francs que vous réclamiez aux parents? On voulait acheter un château pour loger toute la famille et aussi ouvrir un centre équestre. Ils ont tué Caroline pour un rêve de château. Le procès des deux demi-frères a lieu en novembre 2001 devant la cour d'assises de Douai. Et d'entrée, tous les deux reconnaissent qu'ils avaient monté leur plan depuis plus d'1 mois. Le reconnaître, je dirais c'est la seule chose de bien qu'on puisse faire aujourd'hui. Non.
Et sans se cacher derrière son petit doigt, Jérôme Lucas, qui a l'air de vouloir endosser le rôle de leader, avoue qu'il a utilisé à dessein les sentiments que Caroline avait pour lui. Je savais bien qu'elle avait un faible pour moi. Alors j'ai entretenu la flamme. Je me rends bien compte que c'est encore plus horrible. Je crois que je suis un monstre. C'est moi qui ai tout préparé. C'est moi qui ai tout imaginé. C'est moi qui ai entraîné mon frère et trahi la confiance de Caroline. Vous savez, je suis presque heureux de le dire. J'ai même pas le droit d'espérer un pardon. On devrait me mettre dans une cage. Une cage, c'est ma place. Et quand on en vient au mobile de cet assassinat, eh bien on en revient au château que Jérôme Lucas rêvait d'acheter. Pas pour flamber, dit-il, mais pour mettre tout son clan à l'abri. À cause de leur mère, alcoolique et déficiente. Ce qui fait dire à Maître Konitz, l'avocat de Jérôme Lucas, dans le clan Choderlos-Lucas, il y avait une impératrice des ténèbres qui a façonné ses enfants pour en faire des zombies. La seule chance aurait été qu'ils se retrouvent orphelins. Ce qui est assez confirmé par les experts psychiatres. Il a pesé indubitablement sur cette fratrie le poids de la mère, qui en était le noyau, je dirais, parfaitement dysfonctionnel. Pour assassinat, les deux frères encourent la perpétuité. La Cour finalement les condamne à 30 ans de réclusion criminelle chacun. Aujourd'hui, ils sont sortis, bien sûr, tous les deux, à 1 mois d'intervalle, après avoir effectué 15 années de prison sur les 30. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enlèvement et le meurtre en 1998 à Lille de Caroline Legentil, enlevée et tuée par 2 frères, Jérôme Lucas et Sébastien Choderlos, tous les deux condamnés pour cela à 30 années de réclusion criminelle. Et je débriefe cette affaire avec celui qui était l'avocat général au procès des 2 hommes devant la cour d'assises de Douai, dans le Nord, Luc Frémiot. Monsieur Frémiot, c'est une affaire qui remonte à plus de 25 ans. Vous vous en souvenez vraiment ? C'est une affaire qui ne peut pas me quitter. C'est une affaire qui ne peut pas me quitter parce que c'était le comble de l'horreur. C'est-à-dire avoir en face de soi des gens, cette fois-ci, qui sont intelligents. C'est pas comme les frères Jourdain qui étaient des gens beaucoup plus faibles sur le plan psychologique. Là, vous étiez l'avocat général au procès des Jours-Dain, je le précise. Tout à fait, oui. Et eux, c'est des gens intelligents. Et lorsqu'on voit chez des gens intelligents un tel manque d'humanité, parce qu'on est au-delà de l'humanité dans cette affaire-là. On est dans une espèce de piège absolument monstrueux qui a été ourdi avec précision, on a pris son temps. C'est quelque chose forcément que je n'ai pas pu oublier. Quand vous dites intelligent, Luc Frémiot, ça veut dire quoi dans votre esprit ? Ça veut dire que c'était des gens qui étaient capables d'apprécier la portée de ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas agi, si vous voulez, dans un contexte pulsionnel. C'est des gens qui ont certainement un coefficient intellectuel, d'ailleurs il l'avait puisque le psychologue s'est penché sur le sujet, qui était tout à fait normal. Alors lorsque vous voyez, comment dire, des gens qui vous paraissent normaux commettre des actes aussi anormaux, au-delà de la morale, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer en termes d'horreur, eh bien on se sent désemparé. Vous confirmez qu'un enlèvement à l'époque, Luc Frémiot, c'est très rare ? C'était très rare. Moi, c'est le seul enlèvement que j'ai eu de ma carrière. J'ai plus de 200 affaires d'assises derrière moi. Et c'est la seule affaire de cette nature, effectivement, oui. Alors, si on en revient au passage à l'acte, il la tue juste après avoir pris les photos au Polaroid pour montrer à ses parents qu'elle est vivante. C'est de la barbarie pure. C'est une froideur de psychopathe. Ah, mais c'est tout à fait ça. En fait, c'est le véritable terme de prédateur. Aujourd'hui, on a tendance à employer le terme prédateur facilement.
Mais là, c'était vraiment des prédateurs. Parce que être capable, effectivement, de la tuer de cette manière-là, c'était chronologique, en fait. Il y avait des étapes à respecter. La première était de la faire venir, la deuxième de la mettre en confiance, la troisième de lui soutirer son code de carte bleue pour qu'on puisse acheter le matériel. Ça, c'est quelque chose de terrible aussi. C'est-à-dire le Polaroid, le linceul, le drap qui servira de linceul, le scotch, tous ces éléments-là. Et on arrive ensuite, tout à fait logiquement, à leur logique qui consiste à dire, maintenant, on a tout ce qu'il faut, et bien on la tue. Ils sont à égalité dans le crime, Jérôme Lucas et son demi-frère Sébastien Chauderlot. Jérôme Lucas, je crois, au procès, assume d'être le leader de tout ça. Oui, ça, on peut en parler, effectivement, parce qu'il y a eu, effectivement, tout un grand show mené par monsieur Jérôme Lucas, qui a effectivement voulu jouer un petit peu le chef de famille. Ce que on peut reprocher encore plus à Jérôme Lucas, c'est le fait qu'il l'a choisi, Caroline Desgentils. Il l'a choisi pour sa faiblesse. Il l'a choisi parce que il savait parfaitement qu'elle avait effectivement des sentiments pour lui. Et ça, voyez-vous, c'est véritablement le réflexe du prédateur qui est capable, aussitôt de trouver la victime de choix qui va lui permettre d'arriver à ses fins. Rien dans ce crime n'est improvisé. On a tous les éléments de la préméditation, et d'ailleurs ils sont renvoyés pour assassinat. Ils ont quand même creusé le trou 1 semaine avant l'enlèvement. Oui, tout à fait. 1 semaine avant, ça veut dire que le plan était déjà parfaitement établi. Voilà. Puis on voulait pas perdre de temps. Il fallait se dépêcher très rapidement de débarrasser du corps, s'arranger également pour éventuellement on ne la reconnaisse pas dans la mesure où ils ont pris soin de verser sur son corps de l'acide chlorhydrique, histoire de retarder peut-être une éventuelle enquête si celle-ci aboutissait. Tout a été fait, voyez-vous, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. C'est un plan qui est parfaitement orchestré sur le plan chronologique, sur le plan des moyens, sur le plan des objectifs. Au cours du procès, Luc Frémiot, Jérôme Lucas dit « Je suis un monstre, il faudrait me mettre en cage ». Vous pensez au regard de l'intelligence que vous avez évoqué que c'est sincère ou que c'est stratégique? Écoutez, moi j'y crois pas du tout, parce que lorsqu'on est capable d'avoir orchestré avec l'absence totale d'affect, cet enlèvement et cet assassinat, quand on l'a fait avec une telle froideur, avec la capacité aussi d'être d'une cruauté insigne vis-à-vis du père, de le faire attendre 8 jours, quand on est capable de faire tout ça, je ne crois pas brusquement à une rédemption. Vous savez, la rédemption, elle n'existe pas seulement dans les églises, mais elle existe également dans les cours d'assises. C'est parfois un moment, brusquement, on se souvient, pour finir, il faudrait peut-être changer de version, de comportement, et qu'on va essayer de tirer quelques larmes de la part des jurés. Alors donc, Luc Frémiot, on a un mobile qui est surprenant. On voulait acheter un château. Oui, tout à fait. C'est un mobile, effectivement, qui trouve sa racine, si vous voulez, dans l'organisation du clan familial, qui est conduite en fait par une mère dysfonctionnelle, qui est une femme qui boit, qui ne s'occupe pas de ses enfants. Elle a 5 fils, dont 2 de liaisons différentes. Et les enfants sont d'une certaine manière en adoration devant cette femme. C'est en fait, ça rappelle un petit peu, si vous voulez, ces enfants qui sont d'une certaine manière brutalisés par leurs parents et qui les aiment quand même, qui sont au contraire toujours dans une recherche d'amour. Il y a cet aspect-là qui est manifestement dans le dossier, tout à fait. Il y a quand même un décalage entre le fait qu'elle soit finalement nocive, manifestement pour eux, d'après ce que viennent dire par exemple les experts psychologues et psychiatres pendant l'audience, et le fait qu'ils veuillent acheter un château pour vivre tous ensemble autour de la mer. Ah oui, c'est tout à fait ça. La mer, c'est un pivot, c'est véritablement, la personne autour de laquelle ces 5 frères gravitent. Et ça me rappelle malheureusement, voyez-vous, un livre magnifique de Pagnol qui s'appelle Le Château de ma mère. Et là, le château de ma mère, voyez-vous, c'est un château de l'horreur. Dans votre souvenir, elle est présente à l'audience, leur mère? Non, je me souviens pas de ça. Moi, j'aime bien ce passage de la plaidoirie de l'avocat de Jérôme Lucas, maître Konitz, qui dit la mère est l'impératrice des ténèbres, et il va même jusqu'à dire dans sa plaidoirie, leur seule chance aurait été qu'ils se retrouvent orphelins. Vous seriez allé jusqu'à dire ça? Non, je ne serais pas allé jusqu'à dire ça.
Impératrice des ténèbres, peut-être sur un plan psychologique, mais elle n'a jamais été au courant, comment dire, d'un tel projet chez ses enfants, et ne l'aurait certainement pas poussé à le faire. C'est vrai, ça c'est les assises, hein. C'est-à-dire qu'il faut, dans une affaire aussi grave, où on risque la perpétuité, trouver le moindre élément. Maître Konitz l'a fait très intelligemment, mais c'est évident que pour les gens qui connaissent le dossier, c'est pas quand même exactement la réalité, hein. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui vous touche un peu, le fait que cette mère ait eu des enfants avec plusieurs pères, qui se retrouvent donc demi-frères, que des garçons quand même, je pense que ça compte, et que au fond, pour essayer de reconstruire quelque chose, il cherche à trouver 1 million de francs pour acheter un château. Est-ce que, je parle pas de circonstances atténuantes, mais est-ce que ça vous touche ? Non, ça ne touche pas, parce que je trouve que c'est le comble de l'horreur de oser, comment dire, sur un motif de cette nature, avec un tel objectif, tuer une jeune femme comme ils l'ont fait dans ces conditions, avec cette torture mentale de la famille. Non, ça ne me touche pas. Ça prouve que ce sont des gens qui, pour finir, sont parfaitement, malheureusement, insérés dans ce cercle vicieux. Les psychiatres parlent de famille confusionnelle, sans absence de repères. Bah, c'est tout à fait ça, quoi. Mais c'est pas de leur faute, c'est ça que je veux dire, c'est pas de leur faute. À eux. On a toujours le choix de choisir ce que l'on fait. Et là, c'est véritablement, comment dire, un plan machiavélique qui a été fait. Il y avait certainement d'autres manières. Ils s'escroquaient avec talent, semble-t-il, les notaires, puisqu'ils ont même réussi à créer un compte au Luxembourg. Ils auraient très bien pu perdurer dans ces actions-là. Non, on est face à des gens qui, en fait, sont sans scrupules. La vie ne vaut pas grand-chose lorsque ce n'est pas la leur qui est en cause, ou c'est de leur mère. Le reste ne compte pas. C'est accessoire. C'est des objets qu'on utilise. Ils sont renvoyés devant la cour d'assises pour assassinat. Ils encourent donc la perpétuité. C'est ce que vous réclamez dans vos réquisitions ? Oui, bien sûr, oui. C'est une affaire où je vais demander la perpétuité. La perpétuité, c'est surtout un terme très, très symbolique, parce qu'il n'y a pas de grosse différence, si vous voulez, entre l'exécution de la peine entre 30 ans et la perpétuité. Mais c'est symbolique, et moi je considérais effectivement que c'était la juste demande que pouvait faire un avocat, entre guillemets, de la société, puisque je pense que l'avocat général, c'est un avocat de la société, et je pense que c'était mérité. Il y a une petite différence quand même, c'est-à-dire que perpétuité, rien n'est négociable avant 15 ans, on est d'accord ? Oui, oui. Et 30 ans avec les remises de peine, on pourrait sortir avant. Oui, d'ailleurs, ils sont sortis très très tôt. J'ai été très très surpris de voir qu'à 15 ans, dans une affaire comme ça, ils sont sortis. Ouais. Vous, ça vous choque ? Ah oui, je suis très choqué. Je suis très choqué, effectivement. Comment, vous savez, aujourd'hui, la justice est souvent mise en cause, les gens s'étonnent, l'opinion publique s'alarme. Mais lorsqu'on pense à une affaire de cette nature et qu'on imagine ces gens qui sortent à 15 ans, je pense qu'il y a de quoi s'alarmer. Merci beaucoup, Luc Frémiot. Avocat général, vous avez fait toute votre carrière, ou presque, dans le Nord-Pas-de-Calais, dont vous êtes un peu la mémoire criminelle. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.